Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format voyage au Japon, émission que j'ai le plaisir de partager avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Alors c'est vrai que l'on a déjà abordé le sujet du train dans nos podcasts et de nombreuses fois aussi sur nos articles Kanpai. Celui-ci sera peut-être un peu plus général et au fur et à mesure de notre émission, on va vous renvoyer vers nos podcasts ou articles que l'on a déjà produits selon des thématiques plus précises. Je pense là par exemple au JR-Pass ou le Takyobin ou alors encore les bagages dans le train. Donc oui, le train au Japon, c'est une véritable institution et c'est le mode de déplacement privilégié des Japonais, que ce soit pour le trajet quotidien boulot-dodo, on va dire, ou alors pour partir en vacances sur leur territoire. C'est quelque chose qui est vraiment très utilisé, c'est très commun, on va dire, ce qui n'est pas forcément le cas. Nous, en tant qu'occidentaux, selon la région où on habite, etc., il y a des gens qui ne prennent par exemple jamais le train dans l'année ou assez peu. Oui. C'est aussi une culture unique qui est dédiée au chemin de fer et qui s'est développée au fur et à mesure des années. On va faire un petit historique sur le train d'ailleurs en introduction. Et enfin, on pourrait dire que c'est un mode de transport durable, en tout cas plus durable que les autres. Si vous ne voyagez pas à pied, à vélo ou en calèche, eh bien le train, ce sera de toute façon la façon la plus durable de séjourner au Japon et de se déplacer. Oui, c'est une petite information au passage, mais oui, ça fait partie des transports pour un voyage durable au Japon. Et donc pour la petite histoire de ce train au Japon, c'est le pays parmi les plus précurseurs, en tout cas les pionniers concernant le développement du réseau de chemin de fer sur son territoire. Donc concernant le train de façon générale, l'introduction du chemin de fer au Japon, elle a débuté au 19e siècle sous l'ère Meiji par la ville de Tokyo. Donc c'est la première ligne de train, elle ouvre en 1872 entre Tokyo et Yokohama et le train, lui, va supplanter aussi le transport fluvial qui était déjà très utilisé, notamment pour le commerce des denrées et des marchandises. Oui, on est passé en fait à des villes de canaux et de rivières qui fonctionnaient beaucoup comme ça pour commercer et puis voyager, à des villes qui se développent avec le train et le changement de transport s'effectue par ce biais-là au fur et à mesure des années. Et puis les canaux et les rivières, vous en verrez aussi, vous le verrez dans les villes quand vous voyagerez, ces vestiges-là, on va dire, qui sont utilisés peut-être autrement maintenant. Oui, maintenant c'est plus une sortie touristique sur l'histoire de la ville. Autre déplacement sur le rail, il y a le métro évidemment, donc le rail souterrain, où la première ligne de métro au Japon a été ouverte le 30 décembre 1927 à Tokyo, et elle fait partie aujourd'hui de la ligne Ginza, que vous pourrez retrouver si vous allez forcément à Tokyo. Il s'agit de l'une des plus anciennes lignes ferroviaires souterraines d'Asie. Qui s'est développée en fait autour de la gare de Tokyo, donc du coup plus à l'est de Tokyo. Et aujourd'hui, voilà, c'est la fameuse Ginza Line en anglais. Ça fait partie donc de la dizaine de lignes de métro que comprend la ville de Tokyo. Donc, quand vous irez là-bas, vous pourrez vous dire que vous êtes sur l'une des lignes ferroviaires les plus anciennes d'Asie. C'est ça. Et concernant le Shinkansen, qui est un train un peu plus particulier, on va dire, le train à grande vitesse japonais, lui, il a été inauguré en 1964 entre Tokyo et Osaka, à l'occasion des premiers JO d'été pour le contexte à Tokyo. Donc il est à l'époque le train le plus rapide du monde, avec une vitesse record à 240 km/h pour l'époque. Et à titre de comparaison, lui, le TGV français, il arrive en service en 1980, soit 17 ans plus tard. Oui, le Japon était bien en avance à cette époque. Et question à venir, le train à grande vitesse, on en a déjà parlé dans un podcast actuel, me semble, avec Gaël, c'est le maglev, c'est le train à suspension magnétique qui lévite en fait au-dessus du rail, qui nécessite des rails donc très plates et très droites, enfin en tout cas un chemin pour pouvoir léviter justement, qu'il n'y ait pas de virage ni de pente. Lui, il a enregistré sa vitesse de pointe en 2015 sur un tronçon test, il me semble, à une vitesse de 603 km/h. Et sa version commerciale doit relier Tokyo à Nagoya en 2027, donc c'est de plus en plus proche. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'ils font des tests. On va peut-être effectivement pouvoir enfin l'essayer, nous, en tant que voyageurs lambda. Et à ce sujet, on vous en reparlera pendant le podcast, mais ils ont un musée à Nagoya qui est dédié à cette technologie du maglev. Oui, il y a déjà un musée alors que la technologie n'est pas encore utilisée. On l'attend et peut-être qu'il ne sera pas livré en 2027. C'est L'avenir ça. nous le dira. Il ira directement au musée. Donc aujourd'hui, le réseau ferré national, il est dense, il est sûr et il fonctionne très bien. Et c'est aussi un peu ce qu'on espère que vous allez retenir de notre podcast. Il y a très peu d'accidents, évidemment, graves enregistrés dans l'histoire récente de ce train Shinkansen, entre autres. Et pour le Shinkansen, on ne relève pas d'accidents majeurs alors qu'on connaît le risque sismique d'actualité, d'ailleurs, un peu en ce moment au Japon. Le rail est sûr dans ce pays, en tout cas.
Oui, et puis de toute façon, quand il y a des problèmes comme ça, soit des événements climatiques comme les typhons ou alors un séisme qui s'est produit, les trains sont suspendus pour plus de sécurité. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre. En général, on est bien pris en charge avec le train au Japon. Vous ne risquez pas d'être pris dans une tempête, on va dire, si on estime que le risque est important de ce point de vue-là. Oui. Donc le train, il est évidemment pratique, notamment pour desservir les pôles urbains et il va aussi présenter des dimensions scéniques et touristiques qui sont très appréciées par les Japonais eux-mêmes, puis maintenant aussi par les touristes étrangers, avec des lignes qui vont serpenter le littoral ou qui vont passer à travers les montagnes par exemple. Oui, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est un usage aussi bien quotidien donc, pour desservir les grandes villes qu'un usage de vacances pour aller se balader. Oui, donc le train, ça fait vraiment partie du voyage au Japon et ça, je pense qu'on va vous le répéter un petit peu pendant cette émission. Et pour continuer encore un peu plus notre introduction, il faut savoir que la gare de Shinjuku, donc à l'ouest de Tokyo, de la capitale, se dresse comme l'une des plus grandes gares au monde, puisqu'elle est fréquentée par environ 1,3 milliard d'usagers chaque année. Ça représente à peu près 3,5 millions de passagers en moyenne par jour, ce qui est assez gigantesque. Et il y a aussi les gares de Shibuya et d'Ikebukuro, par exemple, qui vont attirer autour de 1 milliard de voyageurs à l'année. Donc ça fait vraiment de Tokyo la capitale du train, on pourrait même dire, je pense, la capitale mondiale du train. Oui, et du coup, elle n'a pas qu'une seule gare. Tokyo, elle en a beaucoup. Et d'ailleurs, sa grande gare, Shinjuku, c'est pas la gare de Tokyo qui est à l'est, c'est la gare de Tokyo qui est à l'ouest. Donc vous le comprendrez, le train il permet de se rendre quasiment partout au Japon et on vous note seulement en introduction que évidemment on ne va pas aller sur l'archipel d'Okinawa en train puisqu'il n'y a pas de réseau ferré là-bas, puisqu'on trouve juste un monorail qui permet de rejoindre l'aéroport à la ville de Naha, la capitale de préfecture d'Okinawa, et bien évidemment les plus petites îles japonaises évidemment elles aussi sont dépourvues de trains comme les îles intérieures de la mer de Seto, Awaji-shima, Naoshima, Sodoshima ou Miyajima par exemple, pour ne citer qu'elles. Oui. Voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on va partout en train au Japon, sauf dans les destinations les plus isolées par la mer, donc les îles qui sont autour des 4 grandes îles principales. Et puis Marjorie, sur Kanpai, on a évidemment plein d'articles liés de près ou de loin au transport en train au Japon. Oui, on a déjà la rubrique transport au Japon, donc qui traite du train et d'autres moyens de transport. Et on a plus précisément des pages thématiques qui s'appellent Train japonais et Shinkansen, JR Pass et carte de transport au Japon, ainsi que métro au Japon et bagages au Japon, puisque le train, ça englobe plusieurs thématiques qu'on va aborder après dans le podcast autour d'acheter son billet, comment acheter son billet, quel train prendre, etc. Donc c'est aussi tout l'objet de notre émission, c'est si vous avez écouté le podcast sur le JR Pass ou sur le bagage dans les trains au Japon, et bien là c'est un petit peu aussi sur tout ce qui est la logistique, mieux comprendre les lignes de train, etc. C'est tout l'objet de notre émission aujourd'hui. Et avant de se lancer, Marjorie, quelques mots de vocabulaire sur la thématique de ce mois, en tout cas pour le podcast voyage. Donc le train, en japonais, ça se dit Densha. Oui. C'est la contraction de Denki Itetsudo Densha, que l'on peut traduire par voiture électrique sur rail, si on dit tout le détail. Donc les locomotives à charbon n'existent plus que dans le musée, donc on a changé aussi de mot. Et le chemin de fer, lui, se dit Tetsudo en japonais. On le retrouve souvent dans les noms de compagnies ferroviaires japonaises et c'est aussi pour ça qu'on fait tout un listing de vocabulaire comme ça. Certains mots vont se répéter, que ce soit sur les compagnies ou dans le texte que vous verrez là-bas au Japon. Oui. Ensuite, on peut parler du métro. Donc le métro en japonais se dit Chikatetsu. Et on rappelle que le métro, c'est une apocope de métropolitain, donc pour chemin de fer métropolitain. Il y a 9 villes au Japon qui possèdent au moins une ligne de métro. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus toutes les villes. Donc la première ville, évidemment, qui en possède le plus, c'est Tokyo. Elle a 13 lignes de métro et qui sont gérées par 2 compagnies ferroviaires. Donc on en parlera un peu après. Donc, on a Tokyo Metro et Toei Transportation qui s'occupent en fait des lignes de métro. Et puis on a aussi Osaka et Kyoto qui ont du métro, alors beaucoup moins. Kyoto n'a que 2 lignes de métro par rapport à Tokyo, c'est vraiment très différent. Si vous avez une ville où prendre le métro, ça restera vraiment Tokyo
qui est très, très, très facile et très agréable de prendre le métro à Tokyo. Et puis 2 petits derniers mots de vocabulaire. On a les tickets de train qui se dit Kippu et puis la gare se dit Eki. Donc ça, c'est pareil, on va vous en reparler dans des déclinaisons de mots où on a le mot Eki qui est soit placé au début, soit placé à la fin. Et ça peut vous dire que là, ça a un rapport avec la gare. Et donc au sommaire de notre podcast voyage dédié au train, en première partie on va vous présenter de façon globale le paysage ferroviaire nippon, même si on l'a fait un petit peu en introduction. En seconde partie on va énoncer quelques conseils pour bien prendre le train au Japon, donc mieux comprendre la logistique qui en découle avant et pendant aussi son voyage. Et enfin on va faire une troisième partie sur la culture du rail qui est assez unique au Japon et passionnelle, donc on fera un petit point là-dessus parce que c'est toujours intéressant aussi de voir comment est perçu le train par une partie de la population japonaise. Alors en première partie, Marjorie, la présentation générale du paysage ferroviaire nippon. Donc là, on entame ce qui peut parfois, je trouve, refroidir ou compliquer la tâche lorsque l'on veut s'organiser soi-même son voyage. Et donc c'est aussi pour ça qu'on va essayer d'être le plus clair possible. Parce que quand on ne connaît pas le Japon et qu'on essaie de s'y intéresser pour se déplacer en train, souvent on entend que c'est compliqué. Et en fait, ce qui complique la tâche, c'est par exemple qu'il y a à peu près 200 compagnies ferroviaires japonaises qui se partagent le territoire. Une fois qu'on y est sur place, on voit que c'est assez facile d'accès, mais en amont, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Donc il est difficile parfois de savoir si on circule bien sur telle ou telle ligne. Même au sein de la même ville ou de la même gare, on va trouver pas mal de compagnies différentes. Donc un seul ticket ne suffit parfois pas. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Non, voilà, les compagnies, en fait, il y a beaucoup de compagnies différentes, mais c'est vrai que sur place, on s'en rend moins compte parce que des fois, elles sont complètement interconnectées entre elles, notamment dans les grandes villes. Et du coup, en fait, on se retrouve sur le réseau, on ne sait pas forcément dans quel train on est, on connaît notre destination, mais après, des fois, le nom de la compagnie ferroviaire, elle passe un peu à la trappe. On pense que c'est de la JR, là, la Japan Railways, la compagnie que l'on connaît tous, mais pas forcément. Ça peut être des compagnies privées qui sont un peu considérées comme semi-publiques parce qu'on les voit partout, en fait. Donc on va essayer de vous rassurer par rapport à ça et on va faire un point sur peut-être pas chacune, mais en tout cas on va énoncer à peu près tous les transporteurs qu'il existe. Et tu nous parlais de JR, donc c'est la compagnie évidemment principale et la plus connue, qui est Japan Railways. C'est l'équivalent de notre SNCF, si on veut simplifier les choses, mais elle a été privatisée, elle, en 1987. Donc avant la compagnie nationale, elle s'appelait Japanese National Railways en anglais ou Kokutetsu en japonais. Et Marjorie, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que là on parle de la Japan Railways, mais en fait elle-même est découpée en 6 sociétés régionales. Oui, c'est la particularité du fonctionnement de la JR, en fait, donc ancienne compagnie publique qui a été privatisée et qui fonctionne maintenant comme des compagnies régionales. Donc on a la JR East. Qui s'occupe qui est présente dans la préfecture de Tokyo et donc dans la capitale. La JR West qui couvre le Kansai avec Osaka et Kyoto. La JR centrale qui est plus autour de Nagoya. Et ensuite, on a les 3 dernières JR qui sont par grandes îles, donc le JR Kyushu tout au sud, la JR Shikoku, donc la petite île rurale, et puis JR Hokkaido au nord du Japon. Donc en fait, elles fonctionnent normalement indépendamment, mais elles sont aussi elles-mêmes interconnectées, mais elles ont chacun leur propre fonctionnement. Donc elles peuvent avoir leur propre façon d'émettre des billets, leur propre réseau, c'est elles qui s'entretiennent. Et c'est vrai que d'un point de vue global, c'est une seule et même société. Vous verrez, les logos sont les mêmes, c'est juste que ça change de couleur. Et puis, c'est aussi facile à comprendre puisque, par exemple, Kyushu, Shikoku et Hokkaido sont des îles aussi qui sont séparées physiquement du territoire. Pour continuer là-dessus, on pourrait aussi évoquer le fait qu'elle exploite le Shinkansen ainsi que des lignes locales très empruntées comme la circulaire Yamanote à Tokyo. Donc avec le JR Pass, par exemple, ça peut vous donner accès à cette ligne circulaire qui est très connue et dont nous, on utilise des petits jingles des fois en podcast. Oui, parce qu'on la connaît aussi beaucoup pour ses musiques. Mais ça, on en parlera dans la 3e partie. Et c'est évidemment la Japan Railways qui commercialise le fameux JR Pass, le fameux sésame de transport que l'on apprécie tant, le pass de train national qui permet aux touristes étrangers de circuler facilement sur l'ensemble de ces lignes à travers tout le territoire. Du nord au sud, on peut y aller, après on peut l'emprunter, mais c'est vrai qu'il faut se renseigner. Si vous avez des destinations qui sont peut-être un peu hors des sentiers battus, etc.,
voyez si c'est toujours de la ligne JR, etc., pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc le JR, il était jusqu'en octobre 2023 très rapidement rentable, mais son augmentation, on y a dédié un podcast, a été très conséquente, avec plus de 70% d'augmentation de son prix de vente. Et aujourd'hui, le moins cher de ces passes, il dure 7 jours, il débute à peu près à 330 € au cours actuel auquel on fait ce podcast. Il est devenu bien moins attractif, évidemment, au niveau financier, même si on ne cessera de le répéter, il n'a pas perdu de sa praticité. C'est vraiment un pass très confortable. On vous parlera également de certaines de ses limites, même si elles sont, mis à part le côté financier, on en parlera quand même dans la partie 2, et on vous invite forcément à écouter le podcast Voyage numéro 5 dédié au Japan Rail Pass avec son augmentation d'octobre 2023 pour le titre. Oui, on ne va pas forcément tout réexpliquer dans ce podcast-là, l'intérêt du JR Pass et puis pourquoi il a augmenté de prix. Mais sachez qu'il existe toujours et qu'on peut toujours l'emprunter. Voilà, et qui est toujours très bien, mais très cher. Un peu plus cher. Et donc du coup, si ce JR Pass national ne vous convient plus à cause de son augmentation de tarifs trop important, on peut du coup avoir d'autres solutions pour voyager en train JR qui sont assez faciles et que maintenant les gens commencent de plus en plus à adopter. Ce sont les passes régionaux, donc c'est-à-dire les 6 JR que je vous ai cités tout à l'heure. Elles commercialisent chacun des passes régionaux, donc qui sont géolocalisées au niveau d'une région ou d'un ensemble de préfectures précis. Donc par exemple la JR East, je vous ai dit qu'elle était centrée sur Tokyo, mais elle permet aussi d'aller vers le nord, vers le Tohoku. Donc vous avez en fait des passes régionaux comme ça, ce qui sont très bien si vous avez décidé d'avoir un itinéraire localisé assez précis. Vous visitez le Kyushu, vous visitez le Kansai, et vous pouvez vous orienter vers ces passes régionaux. Oui, tout à l'heure tu nous parlais du JR West par exemple. Eh bien, il y a le Kansai Hiroshima Pass dont j'aime bien parler, puisque de Kyoto jusqu'à Hiroshima, en comptant le ferry aussi Miyajima, etc., pour une centaine d'euros, pour 110 € je crois, eh bien vous avez 5 jours de train illimité, donc en fait c'est tout à fait rentable pour le coup. Oui, voilà, quand on se limite, c'est très rentable. Après, effectivement, les passes régionaux ne sont pas adaptés si vous voulez faire un trajet Tokyo-Kyoto, puisque là, c'est 2 JR différentes. Et donc, si c'est le cas, vous pouvez maintenant faire des achats de billets de train seuls. Donc avant, on ne le faisait pas trop parce que ça n'avait pas d'intérêt financier et en plus, c'était pas pratique à le faire. Maintenant, en fait, on peut se tourner vers cette solution quand on veut prendre 1 ou 2 trajets, par exemple en Shinkansen, sur tout un voyage et qu'on n'a pas besoin forcément de passes avec des voyages illimités sur une durée. Donc là, on peut le faire au dernier moment en allant sur des bornes automatiques qui sont au niveau des gares, sur des bornes automatiques ou des guichets physiques. Donc on peut réserver là-dessus en anglais. Alors sur les guichets physiques, il faut que le préposé parle anglais. C'est pas forcément le cas. On le répète, au Japon, on ne parle pas forcément bien anglais, même sur des postes comme ça de clientèle et avec du tourisme. Et sinon, si vous ne voulez pas attendre d'être sur place ou vous avez peur de ne pas avoir de place ou vous ne savez pas comment faire pour bien réserver, vous pouvez faire maintenant auprès d'agences de voyage qui vendent donc en avance des billets de train sur des trajets assez fréquentés par les touristes, donc le Tokyo-Kyoto ou Tokyo-Hiroshima ou Osaka-Hiroshima, enfin il y a plein de trajets possibles. Et donc on a comme agence Keikaku qui peut vous le faire pour vous et vous avez votre QR code que vous recevez et donc vous pouvez après aller juste retirer votre billet physique à une borne à la gare. Oui, puis on ne peut que vous conseiller de réserver en avance votre train, notamment si vous partez dans des périodes très touristiques ou s'il y a des matsuri ou autres, puisqu'il n'y a pas tout le temps de place dans les trains. Il y a beaucoup de trains au Japon, mais c'est vrai que ou alors vous allez avoir des horaires moins adaptés à votre journée, par exemple à partir de 15h ou 17h, puisque les Japonais, eux, peuvent réserver jusqu'à 30 jours en avance leur billet de train. Et donc là, Marjorie, on va prendre le temps puisqu'on va aborder une partie qui est peut-être la partie un peu exigeante du podcast, puisqu'on va citer pas mal de noms. Elle sera peut-être peu digeste, mais on va faire en sorte qu'elle le soit. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que l'on vous raconte pendant 5-10 minutes une belle histoire, puisqu'on va vous parler de compagnie de train privé. Donc je te laisse commencer, puisqu'il faut savoir que, comme tu le disais tout à l'heure, que c'est régionalisé au Japon. Donc là, tu vas commencer par Tokyo. Oui, donc en plus des trains JR, on a plein d'autres compagnies qui se partagent le territoire. Et à Tokyo, on a quelques compagnies qu'on va retrouver. Donc Tokyo est dans sa préfecture, qu'on va retrouver dans les noms. Vous allez les voir forcément un peu partout. Donc on a Tohei Transportation, donc qui lui exploite en fait des lignes de métro de la capitale avec Tokyo Metro. Donc vous pourrez avoir 2 compagnies de métro
quand vous prenez le métro. Donc Tohei, elle s'occupe de moins de lignes que Tokyo Metro, mais il y en a quand même quelques-unes. Ensuite, on peut parler de Tobu, qui est un grand réseau ferroviaire qui relie Tokyo avec les préfectures qui sont situées au nord. Donc, depuis les gares d'Asakusa et Shinjuku, on va rallier Saitama, Chiba aussi à l'est, et aussi Toshigi, notamment pour aller à Nikko. On prend la ligne Tobu, et on peut aussi aller jusqu'à la préfecture de Gunma. Ensuite, on a Keikyu, qui est une compagnie qui se compose de 5 lignes entre Tokyo et Yokohama, et également qui permet de descendre jusqu'à la péninsule de Miura. Donc on a fait des fiches sur Kanpai, c'est une sortie un peu hors des sentiers battus et plutôt rurale à faire depuis Tokyo, donc en prenant le train Keikyu. On a ensuite Keio, donc ça c'est assez connu aussi, qui exploite 7 lignes plutôt dans l'ouest de Tokyo, donc depuis les gares de Shinjuku et Shibuya, on va vers l'ouest et jusqu'au mont Takao, donc c'est un train de banlieue par excellence, c'est là où on va retrouver tous les gens qui font métro, boulot, dodo. Bon, en fait, ils font Tokyo, boulot, dodo. On a aussi la ligne Keisei, donc c'est 7 lignes entre Tokyo et la préfecture de Chiba, donc là on est plutôt vers l'est. Et elle gère notamment la ligne Skyliner qui relie l'aéroport de Narita à Ueno et à Tokyo Station. Donc c'est une ligne qui est côté est et qui va notamment aussi dans l'arrondissement de Katsushika avec le quartier historique de Shibamata. Et pour vous en donner une petite dernière, on a la ligne Seibu qui, elle, se concentre autour d'Ikebukuro à Tokyo et la préfecture de Saitama qui est un peu plus au nord et dessert aussi Chichibu. Donc c'est un joli village de montagne avec des temples à faire, c'est très joli. Et elle a aussi, Seibu, un autre réseau qui part de la gare de Shinjuku pour aller aussi vers l'ouest et le nord, notamment jusqu'à Kawagoe, qui est une destination touristique très connue depuis Tokyo. Donc ça, c'était pour les compagnies ferroviaires dans Tokyo, qui sont privées, mais qu'on utilise un peu comme des compagnies publiques. Et on peut aussi citer dans le Kanto une compagnie dont on a déjà parlé ces derniers temps, puisqu'on a traité des destinations qu'elle dessert, donc Hakone et Kamakura. C'est la compagnie Odakyu, qui, elle, exploite 3 lignes qui sont donc très connues des touristes, parce qu'on peut aller donc à Hakone, Kamakura, Enoshima, Odawara, depuis la gare de Shinjuku. À Tokyo, on part et on descend vers le sud-ouest. Et donc, elle commercialise, elle aussi, des passes de train combinées pour les touristes. Donc, n'hésitez pas à réécouter nos derniers podcasts Destination, on en a déjà parlé. Et désormais, on va descendre dans le sud Marjorie, entre Kyoto et Osaka. Et on a aussi un article là-dessus, le trajet Kyoto-Osaka par exemple, mais tu vas nous en dire un petit peu plus sur les compagnies. Oui, donc en plus de la JR entre Kyoto et Osaka, on va trouver 4 grandes compagnies populaires. Donc on a Hankyu, qui est un réseau ferré qui est centralisé autour de la gare d'Osaka Umeda, donc au nord d'Osaka, et qui ensuite va desservir les villes de Kyoto, plutôt côté Katsura et Arashiyama, donc plutôt côté ouest, et les villes de Kobe, donc la grande ville de Kobe qui est autour aussi de la baie d'Osaka. Donc leurs wagons sont très reconnaissables parce qu'ils sont de couleur bordeaux. Et vous pouvez aller voir sur notre article, on a des photos si vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble. On a aussi la compagnie Keihan qui dessert des lignes entre Kyoto, Osaka et la préfecture de Shiga, donc côté lac de Biwa, côté Uji et côté aussi notamment le grand et ancien sanctuaire Iwashimizu Hachimangu qui est peu connu des touristes et pourtant très joli et situé entre Osaka et Kyoto. On peut aussi parler de Nankai, donc, qui, elle, possède 2 lignes principales pour desservir Osaka et la préfecture de Wakayama au sud. Et notamment, c'est la compagnie qu'on va utiliser pour rallier Osaka avec l'aéroport du Kansai Kix. On va prendre la Nankai Rapid, le train Nankai Rapid, donc c'est cette compagnie-là, et aussi pour aller jusqu'au mont Koya. Et la dernière compagnie que je peux vous citer, c'est Hanshin, qui relie en fait entre elles les villes de Kobe et d'Osaka. Donc ça sera un peu toujours les mêmes villes qui vont être desservies, hein. C'est tout ce qui est autour de la baie d'Osaka, puis les grands pôles, donc Osaka, Kyoto et Kobe. Et après, vous avez des particularités si vous voulez aller plus vers l'est, vers l'ouest ou le sud. Et puis dans le Kansai, de façon plus globale, on peut citer une autre compagnie, c'est pareil, on va souvent retrouver, c'est Kintetsu. Donc elle permet d'aller dans la préfecture de Mie et notamment sur la péninsule d'Iseshima, ou d'aller vers la campagne de Nara depuis Osaka ou Kyoto.
On a déjà pris plusieurs fois les trains de la compagnie Kintetsu pour Kanpai, notamment parce qu'elle commercialise des lignes scéniques, donc des jolies lignes touristiques dans des wagons un peu rétro, modernes, chic, qui sont très jolis. Et donc on a 2 fiches qui sont associées à ça si vous voulez voir ce que ça donne, si vous êtes fan de voyage en train. On a la Premium Express Shimakaze, donc qui va vers la préfecture de Mie et la péninsule d'Ise-shima. Et on a aussi le train Blue Symphony qui, lui, descend vers Nara et vers notamment Asuka, donc la première capitale historique du Japon. Et bien au final, Marjorie, je te remercie parce que tu nous auras quand même fait un petit peu voyager et c'était pas si barbare que ça. Ouais. Donc à noter que toutes ces compagnies, elles commercialisent leurs propres billets combinés notamment avec des passes de train touristiques pour un usage de 2 à 3 jours par exemple. Alors il peut y avoir d'autres versions mais en règle générale c'est ça. Et si on vous en parle, c'est que les noms en fait vous allez souvent les voir, même si vous regardez en amont lors de la préparation de votre voyage, vous allez tomber sur des noms, et bien maintenant vous allez pouvoir mieux cerner quelle compagnie est concernée. Là par exemple je pense au Nankai, ça va être pour aller au Koya. Si vous prenez le Koya Tickets par exemple, ça va vous faire passer par cette ligne ferroviaire là. Avec Odakyu vous allez avoir les Hakone Free Pass pour aller du côté de Hakone, Kamakura, Enoshima, etc. Ou encore vous retrouverez le mot Tobu pour votre voyage à Nikko si vous partez depuis Tokyo par exemple, ou encore la Keisei Skyliner. Oui. Donc tous ces mots-là, ouais, vous allez retrouver des compagnies à l'intérieur. Oui, voilà. Quand vous voyez des noms comme ça, c'est qu'en fait, ce sont des compagnies différentes de la JR. Et donc, si vous avez peur de ne pas savoir quel billet prendre par moment ou comment payer parce que vous avez peur d'être sur la mauvaise compagnie avec le mauvais billet, sachez que les cartes électroniques prépayées telles que la Suica ou l'Icoca, elles permettent en général d'accéder à toutes ces lignes de transport, elles permettent de régler tous les frais qu'il y a à avoir avec ces lignes de transport, et on passe la carte Suica en entrant dans la gare et on la passe en sortant. Peu importe en fait la compagnie ou la région dans laquelle on se trouve, ces cartes-là, même si elles ont un nom régionalisé, elles fonctionnent de manière nationale. Donc ça peut être un bon moyen pour payer votre transport, ça sert aussi de titre de transport, et du coup vous vous en fichez un peu de savoir sur quelle compagnie vous êtes. Notamment ça marche très bien à Tokyo, que vous preniez le métro, le train de banlieue ou autre chose, avec une carte Icoca, vous payez n'importe où. Ouais, alors on vous déconseille le Shinkansen, hein, généralement c'est pas possible avec la carte Icoca ou Suica, mais pour tout le reste, comme tu le dis Marjorie, c'est très très confortable, et puis vous gagnez du temps parce que si vous êtes un peu novice, on va dire, sur le Japon, eh bien vous n'avez pas regardé les écrans, même s'ils sont bien faits, pour aller de telle station à telle station, je dois dépenser X yens, etc. Et là ça se fait tout seul, et puis il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre carte, hein. C'est pas comme ça que fonctionne le Japon, ni les compagnies, c'est pas du tout le rôle, tout est hyper bien huilé, notamment pour les cartes IC. Alors là, pour changer un peu de thématique, là on vient de parler des compagnies ferroviaire, et désormais on va vous demander un peu d'attention encore une fois, puisque l'on va évoquer les différents types de trains qui circulent, et vous allez voir qu'ils ont des noms, et le nom de ces trains-là vous oriente aussi un petit peu sur la rapidité ou non de certains trains. Bon, généralement c'est quand même rapide. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à quai, il y a différents types de trains qui vont circuler selon le nombre de gares qu'ils desservent, donc leur rapidité entre 2 terminus. Donc voici les quelques noms que vous allez pouvoir retrouver sur place. Vous avez le Limited Express, Tokyu en japonais, qui est le train hors Shinkansen le plus rapide. Donc ce n'est pas un TGV, on va dire, si on le résume à ça, mais c'est bien un train de banlieue qui souvent nécessite la réservation de sièges et ne va s'arrêter qu'aux grandes gares. Oui, c'est un sous-Shinkansen en quelque sorte, puisqu'il est un peu moins rapide et il dessert pas des distances aussi grandes que peut faire le Shinkansen qui est interrégional. Mais il requiert donc une réservation qui est souvent obligatoire, voire quasiment tout le temps. Donc ne montez pas dans un Limited Express si vous ne savez pas où vous asseoir. Il faut que vous ayez votre siège. Là, pour le coup, la carte Icoca ne suffit pas. Je ne sais pas si d'ailleurs elle est compatible ou pas. Avec la carte Icoca, il faudra avoir un billet de train avec le siège, juste le siège réservé. Voilà, là, il faudra un paiement peut-être au guichet pour avoir un ticket avec un numéro de siège, etc. Oui. Ou alors l'avoir fait en borne, quoi. Oui. Considérez qu'un Limited Express, ça fonctionne un peu comme un Shinkansen sur tout ce qui est billetterie. Donc, vous ayez un billet et surtout, vous ayez un numéro de siège pour savoir où vous asseoir. Donc ça, c'était le Limited Express, mais il y a d'autres déclinaisons de train express, et c'est là où ça commence à être drôle, puisqu'il y a le Semi-Express, le Jonkyu, il y a le Express, qui en japonais se dit Kyoko,
Oui. Donc ça c'est pour le détail, parce que vous ne verrez pas forcément écrit Limited Express tout court. On a également le rapide, donc Kaisoku en japonais, qui est malgré son nom un petit peu moins rapide que l'Express. Et c'est là aussi où c'est marrant. Oui, et puis on a d'autres déclinaisons qui viennent aussi mélanger le rapide et l'Express. On a notamment le Rapid Express, donc Kaisoku Tokyu. Donc ça c'est des trains en fait de banlieue que vous allez retrouver dans les noms, notamment si vous faites le trajet Osaka-Kyoto. Vous allez avoir un balai de trains sur Ake qui va s'effectuer et à vous de savoir dans lequel monter pour aller le plus vite. Et en général, c'est le plus bondé. Voilà, faut le savoir. Et enfin, il y a le train local Futsu en japonais, qui est le train omnibus sur une ligne, parfois le moins bondé aux heures de pointe, car le plus lent. Donc c'est sans doute pas celui-ci que vous devrez prendre peut-être. Ou alors, vous avez le temps et vous souhaitez avoir des places assises et vous prenez le Futsu. Donc ça, c'est quand vous serez bien habitué du train au Japon. C'est ça. Concernant, donc là c'était plutôt des lignes de banlieue. Concernant le Shinkansen, donc le train à grande vitesse, il y a plusieurs lignes. La ligne Tokaido entre Tokyo et Shinosaka. Donc Shinosaka, c'est pour bien distinguer aussi la gare d'Osaka Umeda de celle-ci, puisqu'elle est dédiée au Shinkansen, Shinosaka. Oui. Toutes les gares où vous marquez Shin quelque chose, c'est que c'est des gares en fait dédiées pour le Shinkansen. C'est les nouvelles gares qui ont été inaugurées quand le réseau Shinkansen a été développé. Et donc elles sont souvent un petit peu excentrées peut-être par rapport aux gares centrales. Oui. Autre ligne de Shinkansen, la Sanyo entre Shinosaka et Hakata à Fukuoka en passant par Hiroshima. Ou aussi vous aurez possibilité de voir ou d'emprunter la ligne Hokuriku entre Tokyo et Tsuruga. Jusqu'en mars 2024, la ligne s'arrêtait à Kanazawa et il y a un prolongement vers Obama et Kyoto qui sera à terme pour 2046. Oui, encore quelques années à attendre. Et enfin, deux autres lignes, Kyushu entre Hakata, donc à Fukuoka, et Kagoshima Chuo, et Tohoku entre Tokyo et Shin Aomori au nord du Japon. Et il y en a bien d'autres. Oui, il y en a bien d'autres. On vous a cité les principales, celles que les touristes empruntent le plus facilement. Et puis, ce n'est pas tout, Marjorie, puisqu'il va falloir distinguer certains Shinkansen qui ne sont pas les mêmes. Et là, je te laisse la main. Et oui, c'est comme pour les trains de banlieue, suivant leur rapidité, donc le nombre d'arrêts qu'ils vont effectuer, ils n'ont pas les mêmes noms. Et ça peut vous orienter énormément sur quand vous allez prendre votre billet de train ou alors vous allez monter dans un Shinkansen parce que vous avez le JR Pass. Regardez bien le type de train que vous prenez parce que vous ne pouvez pas forcément tout prendre. Et puis les plus lents sont parfois très lents. Alors, les plus rapides selon les Nozomi et Mizuho, qui étaient jusqu'à maintenant non accessibles aux porteurs de JR Pass. Mais maintenant, ils le sont avec les nouveaux JR Pass qui sont donc un peu plus chers. Vous pouvez accéder à ces trains-là qui sont rapides avec un supplément tarifaire quand même. Donc, il y a la réservation d'un siège est obligatoire sur ces Shinkansen-là. Il n'y a pas de wagon sans réservation. Ensuite, vous avez les trains, les Shinkansen qui sont équivalents d'un train rapide. Donc, c'est les Hikari et Sakura. Donc, ça, c'est les trains que l'on emprunte le plus communément quand on est touriste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas trop rapides comme les Nozomi, donc ils ne sont pas trop chers. Enfin, ils sont compris dans le JR Pass ou alors à des tarifs raisonnables et ils vont assez vite. Et puis vous avez les plus lents, les omnibus, c'est les Kodama et Tsubame, donc équivalent d'un train local. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, vous devez les prendre si vous descendez à une petite gare qui est sur la ligne Shinkansen. Mais sinon, c'est vrai que si vous allez entre deux grandes gares, vous allez trouver le trajet long. Après, si c'est vos horaires et si vous acceptez le temps, vous profiterez longtemps du Shinkansen. Et avant de passer à la partie 2, peut-être on va vous remercier d'avoir patienté jusque-là, puisque c'est vrai que ce n'était pas le podcast le plus facile pour l'écoute peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup plus de billes en main pour mieux comprendre comment vous organiser pour votre voyage au Japon, ou même repérer le nom des compagnies. C'est toujours intéressant pour mieux se repérer avec la géographie japonaise et puis son système de compagnie. Vous verrez que comme ça, c'est beaucoup plus clair. Et donc, en partie 2, comment bien prendre le train au Japon. Avant, c'est vrai qu'on avait le site
Hyperdia qui permettait facilement de se repérer. Maintenant, on a le choix entre plusieurs autres services en ligne ou applications, avec notamment Google Maps qui fonctionne vraiment très bien, ça on ne cessera de le répéter, que vous soyez à pied, à vélo, en train ou je ne sais quel autre, ou même ferry, transport, ça fonctionne vraiment très très bien au Japon et très détaillé. Vous avez également l'application Japan Travel by Navitime. Là-dessus, je sais qu'on peut cocher aussi, vous pouvez cocher une case qui vous permet d'avoir votre trajet uniquement via le JR Pass. Si vous avez un JR Pass, comme ça vous indique que les trains qui sont éligibles exactement, et s'il y a des surcoûts, et ça vous les note aussi. Et enfin, on pourra vous noter Japan Transit Planner de Jorudan. Donc avec ces 3 applications, ces 3 outils en ligne, je pense que vous serez à même de bien organiser votre séjour. Ça fait partie des indispensables. Il faut bien se renseigner en amont sur vos trajets, notamment les trajets principaux, on va dire. Oui, ça permet aussi de voir s'il y a des transferts à faire, s'il n'y a pas un trajet plus rapide, notamment si vous allez dans des destinations un peu moins pratiques au premier abord. Et surtout, ça vous donne le coût associé. Parce que vous allez voir juste après, les billets de train, ça est composé de plusieurs coûts et vous devez savoir s'il vous faut une réservation de siège obligatoire ou non. En général, c'est des suppléments. Et toutes ces applications-là vous indiquent si c'est le coût total réel que vous allez payer. Et donc, vu que tu nous parles du coup, Marjorie, on va aborder la billetterie des trains au Japon. Donc, en règle générale, c'est vrai que le prix d'un billet, ce qui est très pratique au Japon, c'est qu'il va dépendre de la distance parcourue, de la classe aussi choisie. Souvent, c'est la première ou la seconde classe. Oui, la classe ordinaire ou premium. Et aussi l'ajout ou non de la réservation payante du siège. Donc, ça, c'est pas forcément obligatoire. Donc je disais que c'est très pratique parce que en fait il n'y a pas de yield management au Japon, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de tarifs comme on pourrait nous connaître avec des tarifs différents selon le jour, l'heure, la saison, proximité du trajet, etc. Même si on commence à en parler tout doucement au Japon, et on en a rapidement parlé avec Gaël lors d'un podcast actualité, il me semble, avec Kyushu qui a commencé à faire ça sur une portion de ligne, mais on n'est pas à l'abri que dans les années à venir ce soit un peu différent. Bon, sinon les prix sont fixes, et ça c'est très pratique. Oui, voilà, ils vont peut-être augmenter s'il y a un changement de TVA ou des choses comme ça, mais ça va être une fois dans l'année et encore. Mais si vous préparez longtemps votre voyage, c'est clair que vous allez pouvoir allouer un budget transport qui va peu changer dans le temps et qui va être très défini dès le départ. Et puis d'autres généralités évidentes, les trains qui vont être plus lents sont un peu moins chers. Les trains locaux aussi vont proposer des tarifs plus abordables que les Shinkansen qui eux sont plus onéreux. Et tout à l'heure tu nous parlais du Nozomi par exemple ou Mizuho qui sont eux encore un petit peu plus haut de gamme et un peu plus chers et plus rapides. Oui, voilà, ça va être équivalent en gros à nos tarifs TGV en France, donc plusieurs centaines d'euros pour faire un voyage de 2 heures. On va dire, voire plus. Et après, donc, c'est à comptabiliser dans le budget global du séjour. On en avait parlé dans les premiers épisodes sur le transport. Le train est un poste de dépense assez important, surtout si vous prenez le Shinkansen. Et donc, ça va être dans votre enveloppe budgétaire, ça va occuper un pourcentage non négligeable. Et tout à l'heure, je vous disais qu'en seconde partie, on parlerait un peu de limite de certains passes, notamment du JR Pass. On va dire que sa seule limite, hormis le tarif qui maintenant a quand même beaucoup augmenté, ce sera peut-être le fait que son point fort de ne pas réserver de siège, il peut, selon les périodes où vous allez circuler, notamment les vacances nationales japonaises ou certains festivals, etc., eh bien, si vous pouvez vous retrouver soit debout dans le wagon non réservé, donc ça c'est embêtant mais ça peut arriver, ou alors il va falloir prendre un train bien plus tard que prévu, mais on vous rappelle que le JR Pass ne vous empêche pas de réserver en amont un siège, par contre ça se fait que au Japon, au guichet, donc il faut être sur place pour pouvoir le faire, on ne le fait pas en ligne. Oui, et la réservation est gratuite, elle est comprise dans le JR Pass, mais il vous faut votre petit ticket avec votre numéro de siège. Et toujours sur la thématique JR Pass, on fait un petit aparté là-dessus. Les personnes qui voyagent en green class doivent avoir une place réservée aussi, donc se renseigner auprès du guichet une fois sur place pour réserver ces places. Oui, vous pouvez le faire quelques minutes avant, vu que les Shinkansen, normalement en green class, ils ne sont pas souvent complets.
Donc vous allez à la gare, vous allez voir le guichetier, vous lui dites je vais prendre ce train-là qui part dans peut-être 20 minutes et puis il va vous donner une place. Ou alors vous le faites la veille au soir, vous pouvez faire aussi ça comme ça. Et donc on peut acheter certains billets de train en avance sur Internet depuis des agences de voyage spécialisées ou partenaires. Si l'on est touriste étranger, on ne s'en rend pas trop compte de l'étranger, mais en général il faut des coordonnées japonaises pour pouvoir payer en ligne. Il nous faut une adresse physique au Japon, il nous faut un numéro de téléphone japonais, une carte japonaise, etc., etc. Donc ça peut être assez compliqué. Très souvent, les gens n'ont pas accès au site japonais. En plus, c'est souvent écrit en japonais, même s'il y a l'interface en anglais. Oui, au mieux en anglais et encore. Mais les sites japonais, on ne peut pas dire que ce soit réputé pour leur facilité de lecture, même quand ils sont traduits en anglais. Non, ils sont peu accessibles ouais. Quand même. Donc certaines agences peuvent s'occuper de ça pour vous, sachant qu'on peut réserver très longtemps en avance un billet, on va dire 1 an à l'avance. Et sinon, si vous ne voulez pas réserver en avance sur Internet ou que vous êtes dans une période plus creuse où vous voulez le faire, vous pouvez donc les acheter en physique directement à la gare. Donc c'est comme ce qu'on vous avait dit sur... tout à l'heure un peu plus haut dans le podcast, donc sur des bornes automatiques ou à un comptoir. Donc le comptoir, le personnel, vous allez donc en anglais au ticket office. Donc souvent c'est tout en anglais, enfin c'est tout en japonais et la langue internationale sera l'anglais. Vous n'aurez personne qui vous parlera français ou alors vous avez de la chance de tomber sur un personnel qui est bilingue, mais c'est très rare. Si vous avez peur de parler en anglais, vous écrivez en fait sur le papier le train que vous avez repéré, l'heure, etc. Ou alors vous utilisez les services de Google Traduction en temps réel. Après, les préposés, ils sont assez habitués à s'occuper, donc ça devrait très bien se passer. À terme, vous aurez votre ticket. C'est juste que c'est plus fastidieux et ça peut vous prendre un peu trop de temps sur votre itinéraire de voyage. Oui, puis je reviens sur si vous voyagez à des périodes où il y a beaucoup de monde, où ça va être vite bondé sur les quais. L'autre avantage de passer par une agence pour réserver votre billet, c'est qu'il y a quand même beaucoup de trains, notamment les trains du matin, qui vont être pris d'assaut. Donc il y a des périodes, on va dire avril-mai par exemple, ou même au mois d'octobre-novembre, où on se retrouve avec plus de trains le matin sur place, parce que les Japonais peuvent les acheter une trentaine de jours en avance. Donc forcément, ça peut être ennuyeux si vous avez des impératifs sur place, ou en tout cas pour mieux profiter de votre destination. Oui, ça peut être pareil aussi pour les week-ends. Par exemple, vous êtes en période de Koyo, donc pour les érables, et vous voulez aller à Osaka ou à Kyoto. Si vous partez le week-end en Shinkansen, sachez que vous ne serez pas les seuls. Il y aura tous les Japonais qui voudront aussi aller voir les Koyo, qui partiront de Tokyo, et le vendredi, les Shinkansen seront tous complets. Ouais. Donc oui, là, c'est pas une légende, hein. Surtout si vous voyagez à plusieurs, encore en solo ou en couple, on va dire que c'est un peu plus simple, mais à partir de 3-4, si vous êtes en famille, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on tenait à vous le répéter pour que vous puissiez mieux vous organiser. Oui. Sachez que le contrôle des billets, il est en général effectué une fois qu'on est à bord, notamment sur les trajets en Shinkansen. Donc on ne vous conseille pas de monter à bord des trains sans titre de transport, évidemment. Déjà, il faudra que vous passiez les portiques de sécurité à quai. Mais voilà, on essaye de pas faire ça, puisque de toute façon, il y a un vrai contrôle qui s'effectue. Sur les trains locaux, c'est un peu plus aléatoire, évidemment. Et je crois que la légende dit que aucune personne n'a été contrôlée en fraude au Japon. Oui, c'est clair. Ça peut être le cas, c'est comme aucun accident. Je ne sais pas à quoi sert ce métier du coup, Marjorie. Qu'il n'y ait aucun. Et puis, il faut bien garder son billet jusqu'à la fin du trajet, notamment le billet physique, parce qu'il peut vous permettre de sortir d'une gare, notamment dans les portiques. Ils sont avalés dans les portiques de sortie. Donc, on ne déchire pas son billet. On le garde précieusement jusqu'à ce qu'on soit sorti de la gare. Ensuite, un autre point pour parler des conseils pratiques pour prendre le train, ça va être de voyager avec des gros bagages. Donc récemment, une mesure a été mise en place pour réguler la présence des grosses valises dans les Shinkansen qui circulent le long du Pacifique depuis Tokyo et en direction de Kagoshima. Les Shinkansen Tokaido et Sanyo, donc qui descendent jusqu'au sud de Kyushu. Donc qui desservent Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima, Fukuoka avec la gare de Hakata. Donc là, en fait, en général, les Japonais, eux, ils ont l'habitude de voyager léger. On vous l'avait déjà dit dans un précédent podcast, mais voilà, ils voyagent avec des petits bagages à main pour prendre le train, et puis leurs grosses valises à roulettes, en fait, elles sont prises en charge par un service de livraison qu'on connaît très bien au Japon, qui s'appelle Takyubin. Donc, on vous avait déjà présenté ce mode de transport de colis-là dans notre épisode sur les bagages au Japon.
Et donc, comme on passe par Takyubin, c'est vrai qu'on trouvera dans les Shinkansen peu de grosses valises. Cependant, quand on est touriste, on ne connaît pas forcément ce système-là et on peut vouloir monter avec les grosses valises. Donc depuis le 20 mai 2020, les passagers qui circulent avec des valises dont les dimensions totales sont comprises entre 160 et 250 cm, ces personnes-là ont l'obligation de faire 2 démarches, c'est-à-dire réserver à l'avance un siège spécial gros bagages qui se situe en fait sur la dernière rangée à l'entrée du wagon. Et puis à l'embarquement, il faut qu'il pose du coup cette valise derrière sa rangée, donc dans l'espace qui est à la base prévu pour abaisser le dos du siège. Et le siège n'est pas forcément collé contre la cloison en fait du wagon. Et donc sur cet petit espace-là, on peut ranger des gros bagages. Donc à savoir que ces gros bagages, en fait, c'est les bagages que vous mettez en général en soute dans l'avion. Quand on parle de 250 cm, on est toujours dans des dimensions qui passent dans l'avion. Hein. C'est rare, vous n'avez jamais des valises qui font plus de 250 cm, ou alors vous n'êtes pas arrivé en avion au Japon. Ou alors, on va dire, si vous avez une planche de surf avec vous, par exemple, ça compte. Oui, voilà, ça c'est mais ça, on est carrément hors bagage cubique. On sort un peu avec une forme. Donc ça, faut faire attention à ces petits détails-là, d'avoir des sièges en fait en dernière rangée et où on a dit, voilà, j'arrive avec un gros bagage et je placerai ma valise derrière. Cette réservation de gros bagages, elle est gratuite pour les porteurs de JR Pass, à savoir. Et si vous ne faites pas cette démarche-là, vous encourez en fait une amende de 1000 yens et vous serez dans l'obligation de changer de place pendant votre trajet si vous n'avez pas fait ça. Vous serez puni, il faudra aller au fond du Voilà, donc ça, il faut le savoir. Sinon, vous passez par le Takyubin par exemple, de votre hôtel à votre prochain hôtel, vous demandez un transport de bagages et vous n'aurez pas de problème. Sinon, vous faites ça. Donc du coup, 2 petites dernières choses à savoir là-dessus. Si du coup, vous souhaitez voyager donc, avec une grosse valise, donc vous allez réserver un siège. Du coup, vous n'aurez plus accès aux voitures sans réservation. Il faut le savoir, vu que vous aurez un siège réservé. Et puis depuis 2023, il y a aussi maintenant des sièges avec compartiment gros bagages qui existent. Donc là, votre bagage, il est plus mis derrière vous et vous êtes au dernier rang. Il est mis en fait dans une consigne qui est sur la plateforme quand vous rentrez dans le wagon. Donc ça a été mis en place parce qu'ils ont changé en fait un peu l'aménagement des Shinkansen et ils ont enlevé des parties. Il y avait par exemple un salon de beauté à une époque et il y avait toilette, salon de beauté et zone fumeur. Ou alors change pour bébé. Bon, ils ont un peu enlevé le salon de beauté qui, c'est vrai, ne sert pas à grand-chose en soi. Et cet espace-là, ils l'ont transformé en compartiment sécurisé avec un verrou. Et là, vous pouvez réserver une place c'est comme un casier. Et vous pouvez réserver une place pour votre gros bagage. Donc attention, il y en a très peu de disponibles. Et vous pouvez réserver ça 1 mois à l'avance. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, on a un article dédié qui s'appelle « Le transport compliqué de gros bagages en Shinkansen ». Bon, je le rappelle, c'est que sur la ligne entre Tokyo et Kagoshima. Si vous avez le moindre doute, c'est vrai que nous, on ne peut que vous conseiller de passer par Takyubin. En plus, l'hôtel, comme on l'avait dit dans le podcast, peut se charger de vous faire le formulaire, etc. Donc, c'est assez facile et assez peu onéreux. Et en plus, ça, vous voyagez léger, donc c'est plus sympa. Oui, vous n'avez pas à vous embêter avec ça, ni à tirer votre valise dans la gare, dans les couloirs, à trouver les ascenseurs, etc. Et d'autres règles qui seront plus des règles d'usage cette fois, en gare par exemple, on va marcher à gauche dans les couloirs et les escalators. Évidemment, Osaka a décidé de faire un petit peu différemment. Donc vous verrez que Osaka, qui est un peu considérée comme la ville rebelle apparemment, eux vont se déplacer sur le côté droit. Donc sinon, c'est toujours à gauche dans les couloirs et les escalators. Sur les quais, on respecte les marques au sol ou les barrières. Et vous allez voir que c'est très précis parce que les portes de train vont s'arrêter souvent au centimètre près devant les marqueurs ou les barrières. On fait la queue sans couper les fils selon les marquages au sol et pour ne pas bloquer les portes, ça on en reparlera, mais vous verrez à quel point cela va faciliter la montée et la descente dans les trains. Des fois vous allez vous dire mince, j'ai que 2 minutes pour changer de train et en fait ça se fait à une vitesse grand V puisque on littéralement
30 secondes, 45 secondes, tout le monde est dans le train, puisqu'on est bien organisé. Oui, et sachez que les transferts, quand c'est pas ça, vous avez, par exemple, vous changez de train, donc vous avez un transfert qui est de 5 minutes. En général, en fait, le train, il est de l'autre côté du quai. Vous n'avez pas besoin de redescendre à la plateforme ou de remonter, de chercher votre voie et tout. C'est juste la voie d'en face. Ça, en général, c'est très bien fait. Oui, puis vous pouvez avoir aussi du personnel sur place qui vous indique que pour telle destination, c'est bien en face. À bord, dans le métro, cette fois, on respecte le calme. Vous verrez que les gens sont souvent sur leur téléphone, mais en mode vibreur, avec très peu de personnes qui passent leur appel, qui vont pas parler, voire parler à voix basse entre eux. Donc voilà, si vous êtes habitué à prendre le métro sur Paris ou d'autres grandes villes européennes, vous verrez à quel point il y a une distinction sur le calme qui est fait justement dans ces espaces de vie commune. On prend garde aussi à la place que l'on va s'attribuer, on va dire, puisqu'il y a des places qui vont être handicapées, d'autres pour les femmes enceintes. Oui, donc ces places réservées-là, on peut les trouver souvent en bout de wagon. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a des places réservées qui sont très clairement indiquées pour toutes les personnes qui peuvent être un peu sensibles au mouvement du train ou qui ont besoin de s'asseoir. Mais ce n'est pas forcément du tout respecté par les Japonais, vous verrez vous-même. Par exemple, des personnes âgées qui ont du mal à se mouvoir, des fois, ils se retrouvent dans le train debout avec leur canne et puis personne va se lever pour laisser la place. Donc ça fait partie du mode de vie des Japonais. On vous encourage à vous laisser votre place, surtout qu'en général, quand on est touriste au Japon, c'est qu'on marche quand même un petit peu, donc on est assez mobile. Vous avez aussi des wagons qui sont réservés qu'aux femmes. Ce sont des wagons avec des autocollants roses qui s'appellent Women Only. Principalement le matin, c'est pour éviter les petits problèmes de photographie sous la jupe. Pour être, pour vous voyez ce dont je parle. Et donc ces wagons-là, par contre, c'est assez respecté en termes de comportement. Donc si vous voyagez en couple, hommes et femmes, vous évitez de monter dans ce wagon-là réservé qu'aux femmes. Et puis il y en a plein d'autres. Et si par mégarde vous êtes monté devant, vous pouvez toujours en fait avancer de wagon, changer de wagon à l'intérieur du train. Et puis autre chose, on ne va pas manger dans les rames. C'est vrai que comme la règle le dicte la plupart du temps, sauf dans les Shinkansen, et ça on y reviendra tout à l'heure, puisque justement il y a des endroits où très agréable de pouvoir manger et déguster son plat, mais ça on y reviendra. Oui, voilà, c'est les trajets long courriers, si je puis dire, on peut manger dans le train. Au contraire, c'est même une invitation à manger dans le train. En revanche, on ne mange pas dans le métro, même on grignote une petite barre ou quoi que ce soit, c'est assez mal vu. On peut boire un peu d'eau si on a besoin. Pareil, on ne va pas forcément consommer son café qu'on a pris à Starbucks ou à Tully's Coffee. On ne mange pas dans le train. Et sur le côté calme, je rebondis, Charlie. Donc les gens ils mettent leur téléphone en mode vibreur. Il n'y a pas de musique. Personne ne diffuse sa musique dans des mini-enceintes. Tout le monde est assez calme, malgré le monde. Et lorsque vous allez voyager, on vous invite à placer votre sac à dos au sol, ne pas le mettre sur les sièges pour pas que ça prenne la place de quelqu'un d'autre. Ou alors il y a aussi des grilles en hauteur au-dessus de vos têtes généralement qui sont disponibles et prévues à cet effet. Oui, parce que comme dans le métro peut être bondé, si on garde son sac à dos derrière nous, en fait, on peut blesser, un peu gêner quelqu'un en se retournant, etc. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux l'enlever et l'avoir devant soi pour voir quelle place il prend réellement. Oui, soit vous le mettez devant, ou vous pouvez même l'enlever, le mettre entre vos jambes si vous êtes debout, puisque le vol, c'est vraiment pas monnaie courante au Japon, donc mettez-le entre vos deux pieds et puis vous allez libérer de l'espace pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a une façon de faire Tetris dans le métro qui peut parfois être surprenante. Donc pareil, si vous êtes un peu sujet aux peurs de la foule, etc., si vous voyez que ça va être bondé dedans, peut-être attendez les autres métros ou y aller un peu plus tard dans la journée. Oui, voilà, décalez vos heures. Si vous êtes en pleine heure de pointe, c'est vrai que ça peut être assez dense. Si on n'est pas habitué à la ville et au monde, ça peut empêcher un peu de vouloir y monter. Dans ces cas-là, marchez un petit peu, avancez de 2 ou 3 stations de métro, prenez une station de métro plus petite ou décalez vos horaires. Parce que des fois, il s'agit juste de trajet métro-boulot-dodo, on va dire, donc à quelques stations à côté, en fait, ça peut être totalement différent. C'est ça. Et pour terminer sur cette seconde partie, le train, de façon générale, il est très propre, très ponctuel aussi, au moins pour le Shinkansen. Donc quand on vous dit ponctuel, c'est vraiment que ça part à la minute près. Si c'est départ midi 23, ça ne partira pas à midi 24, vraiment. C'est aussi pour ça qu'ils sont très rapides à rentrer et à sortir des wagons.
Donc, en résumé, Marjorie m'a dit, il faut ni être trop en avance ni en retard. Et si vous êtes un peu en avance, eh bien, les boutiques et les galeries marchandes seront là pour vous, puisque vous aurez de quoi acheter, faire vos emplettes et de quoi manger également, que ce soit dans le métro ou en quai de gare. Oui, le mieux c'est en fait de monter juste quelques minutes à quai avant l'arrivée de votre train et de vous positionner à la rame où vous devez embarquer. Surtout si vous avez un siège de réservé, vous avez votre numéro de rame. Et puis si vous accédez dans les rames non réservées, c'est indiqué où elles seront positionnées. Et donc vous vous mettez bien donc, à la porte d'embarquement, vous attendez sur le côté, là où il y a le marquage. Parce que quand le train va arriver, notamment le Shinkansen, tous les voyageurs qui descendent à cette gare vont descendre. Donc vous laissez passer les gens qui descendent et vous embarquez en file. Il y a une file d'attente qui se crée. Personne ne gruge en général. De toute façon, tout le monde va embarquer. C'est très rapide. On monte dans le train. Il n'y a pas de marche en fait comme nos TGV à nous entre le quai et le train. En fait, le quai est à hauteur du Shinkansen. Donc c'est vraiment tout est assez plat. C'est assez simple à monter. C'est optimisé. Donc vous allez le faire de façon très naturelle. Et tout ce débarquement et embarquement sont assez rapides, quelques minutes. Et en général, voilà, il n'y a personne qui va sortir fumer sa cigarette à quai et repartir. Vous n'aurez pas le temps. Voilà, il faut le savoir. Ça va très vite et ça fonctionne très bien. Et de toute façon, par rapport à la cigarette, par exemple, Marjorie, vous ne pourrez pas fumer n'importe où. Il y a des zones fumeurs dédiées, donc on ne peut pas fumer à quai si ce n'est pas autorisé. Et c'est de toute façon jamais autorisé, sauf dans certains espaces. Et enfin, Marjorie, on aborde notre troisième partie, la culture du rail unique et passionnelle au Japon. On va aborder 2 thématiques précises pour illustrer la passion des Japonais pour le train, les Ekiben et les Densha Otaku. Sur Kanpai, vous avez écrit déjà, Marjorie et Kelly, 2 articles dédiés à ce phénomène. Oui, à ces 2 phénomènes, et on va commencer par le premier, Ekiben. Donc normalement, ça doit parler un peu aux gens qui se sont intéressés à la gastronomie et au train au Japon, puisque Ekiben, c'est le terme japonais pour désigner les fameux paniers repas à emporter que l'on achète en gare au Japon. Donc contrairement au métro, où on n'a pas le droit de manger, dans les Shinkansen, vous devez manger. C'est obligatoire. Je crois que le premier train au Japon que j'ai fait, je crois que j'ai fait le tour de pas mal de petites boutiques pour être sûr d'avoir le mets que je voulais. C'était très très bien. Voilà, en fait, aussi bon que beau, ces bento en fait ferroviaires, elles font la part belle à la richesse de la gastronomie régionale. Et donc, elles se dégustent traditionnellement à bord des trains qui sont réservés donc, pour les longs courriers. Donc, je crois qu'il y a certains Limited Express où on peut manger, pas sûr, mais ça peut être des fois le cas. Donc, on vous recommande fortement pour tout voyage en Shinkansen, soit vous choisissez des horaires où c'est l'heure de manger, comme le déjeuner, et vous achetez en gare votre fameux Ekiben. Donc, c'est la contraction des mots Eki, donc pour gare, et Bento pour les boîtes à repas pratiques que l'on connaît. Donc, c'est Ekiben ou Ekibento, et en anglais, ça va être le terme lunchbox. Donc, elles sont vendues que dans les gares japonaises et elles sont donc régionalisées. Donc, tout dépend de la gare où vous partez, mais vous allez avoir des spécialités de la ville ou alors de la région, suivant la gare qu'elle dessert, si vous allez plutôt vers le nord du Japon, vers le sud ou vers l'ouest. Ce qui fait que chaque gare a ses propres bento, on va dire. Voilà. Et donc, il y a toute une culture qui s'effectue avec des gens qui notent les bento. Il y a des classements. On a des bento avec de la viande, des bento avec du poisson, des bento avec des légumes. Il faut savoir que ce sont en fait des plats qui sont frais du jour et présentés de façon méticuleuse. Donc, ils sont en général très, très beaux visuellement. Oui. Et ils se consomment la plupart du temps froid. Donc ça, c'est la petite particularité à savoir. On n'est pas forcément habitué, mais vous aurez, par exemple, un bento avec du riz et du bœuf gyudon froid. Donc voilà, comme on pourrait le manger chaud, mais là, on le mange froid. Mais ça marche très, très bien. Et ce sont des repas équilibrés, ni trop gras, ni trop sucrés. Donc ça, j'en tiens à le préciser. Ça permet de manger quand même vraiment de façon bien. Pour un tarif abordable, donc on va dire autour de 1000 yens, donc entre 6 et 7 euros aujourd'hui au cours actuel pour une personne. Et on a des versions d'Ekiben un peu plus haut de gamme ou plus grosses en portions qui démarrent autour de 2000 yens. Donc il faut savoir qu'il y aurait environ plus de 2000 bento ferroviaires différents
qui se partagent en fait le territoire. C'est comme les compagnies ferroviaires. Donc là, vous pouvez ne jamais manger le même et c'est ça qui est vraiment intéressant. On n'est pas du tout sur du sandwich triangle, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui les collectionnent, les boîtes à bento? Je suis sûre. Après, ce sont des boîtes, des fois qui sont un peu en plastique ou en bois très fin, donc qui sont un peu jetables. Mais sinon, il y a des bento un peu plus chers, mais qui sont vendus dans des vraies boîtes de transport que l'on peut réutiliser. En tout cas, vous verrez que c'est très beau à voir et ça donne forcément envie quand on passe devant. Voilà, donc c'est vraiment à tester absolument. En déclinaison, on peut vous dire, voilà, vous aurez des choses très classiques de la cuisine japonaise comme le porc pané tonkatsu, le bœuf émincé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des makis végétariens ou encore les sushis qui sont là sous forme pressée. Vous les verrez emballés dans des feuilles comme des feuilles de bananier. Et en fait, la tranche de poisson est pressée avec le riz. Et donc, ça fait un petit sushi complètement différent à manger de ce qu'on trouve dans les restaurants classiques. Et c'est très sympa. Voilà, je vous conseille vraiment, vraiment de goûter les ekiben dans les Shinkansen au Japon. Et maintenant, on peut parler de personnes qui sont passionnées autrement par le rail. Ce sont les Densha Otaku. L'expression Densha Otaku, ça désigne les personnes passionnées par l'univers du train japonais. Donc, on les appelle en France les ferrovipat, si vous ne le saviez pas. Ces amateurs qui sont férus de train et qui vivent leur passion à fond, on peut le dire. Côté langue anglaise, on utilise le plus souvent les dénominations de train nerd. Autre appellation au Japon, on peut parler de Tetsudo fan, que l'on peut traduire littéralement par les fans de chemin de fer, ou pour les variations telles que Tetsuo, qui désigne seulement les passionnés hommes du rail, ou Tetsuko pour faire référence aux femmes. Oui, donc c'est vraiment une sous-culture qui est présente au sein de toutes les couches de la population nippone, que ce soit donc les petits, les grands, les femmes et les hommes, donc même des enfants avec des familles, ils ont une passion pour le train, ils vont aller en gare regarder des trains, ils vont se mettre sur les ponts pour regarder les trains passer. Et ça n'a pas du tout de connotation négative. C'est vraiment une façon d'aimer le train et de partager sa passion, de vivre sa passion. Et c'est pas du tout considéré, même s'il y a le terme otaku, comme quelque chose de péjoratif. Par rapport à cette passion, il serait près de 2 millions à la partager sur l'archipel nippon, où l'univers ferroviaire tient une place importante, comme vous l'aurez compris jusque-là. Donc ça touche toutes les familles, petits et grands. Vous le retrouverez aussi dans les musées, ça on y reviendra tout à l'heure. Le train, l'objet ou même la gare a une place importante pour les Japonais. Et loin de se restreindre à un usage purement pratique de déplacement via le train, en fait, il faut comprendre que pour les Japonais, on y voit aussi l'aspect contemplatif dans les paysages, comme dans d'autres aspects d'ailleurs de la culture nippone, et aussi la fascination vis-à-vis de la technologie. Donc tout à l'heure on vous parlait de maglev, et bien ça c'est quelque chose aussi qui fascine de près ou de loin les Japonais, puisque la technicité requise pour assurer ces prouesses au quotidien sont assez magistrales. Et puis en fait il y a tout un balai de trains, nous on s'en rend pas trop compte quand on est en gare, mais il y a des endroits dont on pourra vous en citer quelques-uns d'ailleurs, où vous allez pouvoir voir ce balai, et ça fait la belle part aussi aux photographes justement qui vont être au ferrovipat pour faire les plus beaux clichés. Oui, mais d'ailleurs Charlie, en parlant de photographe, sache que on parle de Densha Otaku pour désigner tous les fans passionnés de train au Japon, mais on a aussi une classification qui se fait à travers ces Densha Otaku, suivant quel type de passion exacte on aime. C'est un peu comme désigner des trains au Japon, il y a plein de déclinaisons de Voilà, c'est ça, il y a plein de déclinaisons. Donc là, on peut vous en citer 3 pour un peu résumer, parce qu'il y en a à peu près une quarantaine, donc on ne va pas aller jusque dans cette exhaustivité-là. Et comme on le dirait sur les réseaux, la 3e va vous surprendre, Marjo. Oui, la 3e va vous surprendre. Mais on peut vous en citer 3. On pense pas. Tous ceux qui adorent prendre des trains en photo, ce sont des toritetsu. Donc, qui sont souvent équipés des gros appareils, vous verrez dans les gares ou à quai, au bout des quais, des personnes avec des gros objectifs et des gros appareils, et qui recherchent en fait des rames précises à photographier quand elles rentrent en gare, quand elles sortent de la gare, quand elles passent au-dessus d'un pont, quand c'est les sakura ou les koyo et qu'on veut avoir l'image avec la floraison saisonnière. Voilà, ils cherchent le cliché parfait.
Ils cherchent aussi des fois, souvent, à immortaliser les derniers trajets en train qui s'effectuent, une rame vieillissante qui va être enlevée. En fait, il y a des annonces qui sont faites par les compagnies ferroviaires et on a tous les toritetsu qui vont aller voir le dernier voyage de la rame et qui vont la photographier et lui dire au revoir. Et puis je pense que vraiment pendant un voyage de 2 semaines à 3 semaines au Japon, vous allez avoir le temps d'en croiser en gare. Photographier aussi les trains un peu spéciaux type Hello Kitty. On parlait avec Gaël du Dr Yellow aussi, le train jaune qui n'est plus sur les rails maintenant. Mais voilà, il y a des trains spéciaux aussi qui font la belle part à ces photographes. Oui, et puis vous allez peut-être en devenir un pendant votre voyage au Japon, c'est possible aussi, hein. Ça peut vous gagner. On a du coup les Ekiben Tetsu, donc là je vous refais pas le nom, c'est donné dans le nom, mais c'est tous ceux qui adorent goûter à tous les Ekiben du Japon, donc ils passent un certain temps dans les trains pour tout manger. Donc on les appelle comme ça, ils font des classements, il y a des classements qui sont faits chaque année sur le meilleur bento régional, etc. Donc il y a des critiques culinaires assez précis, etc. On fait pas Est-ce qu'ils doivent n'importe le quoi. manger dans le train? Je pense que oui en plus. Oui, ils le mangent dans le train. Après, on peut très bien en acheter et le manger chez soi, mais ça n'a plus aucune saveur. Sinon, il faut être dans le cadre. Oui, c'est vrai. Et un dernier, donc pour le côté un peu anecdotique de la chose, mais assez drôle, c'est les Ototetsu ou Onkyo Tetsu, qui eux se passionnent pour les différents sons et bruits émis par les locomotives. C'est-à-dire qu'ils les enregistrent et ils sont ensuite capables de reconnaître le type d'une rame rien qu'au son qu'elle produit. Donc ça, c'est assez particulier. Quand je vous avais dit que la troisième va vous surprendre, c'était pas un mensonge. Hein. Voilà, et dans cet ordre-là de bruit, on a aussi tous ceux qui sont fans des musiques dans les gares de la Yamanote. Et ça, c'est pareil, quand vous allez aller à Tokyo, c'est quelque chose que vous allez forcément en fait percevoir, surtout si vous descendez à votre gare où il y a votre hébergement, vous allez entendre la musique plusieurs fois par jour et ça va vous rester, et au bout de 2-3 jours, vous allez faire comme tout le monde, hop, au son de la musique, vous allez descendre, vous n'allez même pas regarder où vous êtes. Oui, parce que chaque arrêt a une musique différente, en fait, cette ligne circulaire a une musique complètement différente pour chaque trajet. Et je crois que Miss Boutabou, ça doit faire une mélodie. Peut-être, je suis oui. pas certain. Oui. En tout cas, voilà, c'est pas des sons qui sont stridents, qui sont désagréables, c'est vraiment des mélodies. Et vu que l'on aborde la passion du train au Japon, on vous parlait tout à l'heure des musées ferroviaires à visiter au Japon, donc on va vous en faire une toute petite liste, même s'il doit y en avoir bien d'autres. Et si vous en trouvez d'autres, vous n'hésitez pas à nous le faire part sur Kanpai, sur les réseaux, etc. Donc par exemple, il y aurait le musée du chemin de fer à Omiya, dans la ville de Saitama, au nord de Tokyo, ou encore le musée du métro de Tokyo dans l'arrondissement Edogawa, à l'est de la capitale, côté de la baie. Et 2 autres pour terminer, avec le musée ferroviaire de Kyoto, à proximité de la gare JR, et le musée Maglev, dont tu nous parlais tout à l'heure, Marjorie, à Nagoya. Oui, et donc côté Kanpai, on a déjà 2 fiches sur ces 4 musées-là qu'on a cités. On a des fiches sur le musée à Omiya, et puis le musée à Kyoto, donc qui est juste à côté de la gare JR, et qui est très sympa à faire avec les enfants parce que c'est assez pédagogique. On peut se mettre à la place du conducteur et être en gare. Il y a des simulateurs comme ça, c'est bien fait pour les enfants. Et on en parlait tout à l'heure, et aussi quand on parlait du Dr Yellow, mais le Japon est le pays du service, mais aussi du marketing, clairement, avec des produits dérivés en vente dans les gares, puisque chacune va peut-être avoir sa mascotte, des musiques spéciales de gare. Donc on parlait de la Yamanote tout à l'heure, il y a aussi les trains Hello Kitty ou Evangelion par exemple qui circulent. Oui, c'est ça. En fait, dans les gares et notamment les compagnies ferroviaires qu'on vous a citées, elles ont toutes à peu près leur mascotte ou leur code couleur, etc. Et on peut acheter plein de produits dérivés comme des carnets, des stylos, des peluches. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui parfois s'éloignent du train mais qui fonctionnent bien. Par exemple, la Suica, la mascotte, c'était le petit pingouin. Ouais. Et donc, il y a des produits dérivés avec le petit pingouin et la couleur verte de la Suica qui sont très reconnaissables à Tokyo. Les gens achètent ça en souvenir. Ouais. Aujourd'hui, on a avec la Kartikoka le platypus, on dit aussi un ornithorynque, et qui est vraiment bien fait, je trouve. Et donc, on le voit s'animer aussi sur certaines stations, etc. Et là, j'en ai pas vu, mais je ne doute pas qu'il y ait des produits dérivés avec ce personnage. Oui, bien sûr. Ça sera dans la région où est vendue la Kartikoka à la base. Et vous pouvez aussi avoir les fameuses maquettes de train, les miniatures de train au Japon, c'est comme les petites voitures, il y en a partout. Des très détaillés, des Shinkansen, les trains locaux, vous pouvez acheter les rails. Et vous verrez dans les magasins de jouets, il y a en général un énorme rayon consacré aux trains au Japon. Et enfin, on peut vous citer un spot pour observer les trains, donc il y en a plusieurs, mais à Tokyo, il y a le célèbre croisement de trains à Kanda depuis le pont Hijiribashi à la gare d'Ochanomizu.
Oui, c'est le célèbre croisement que l'on voit aussi redessiné dans le dernier animé de Makoto Shinkai. Suzume, oui. Il apparaît parce que le ver, à un moment donné, il sort par là. Donc oui, c'est un croisement qui est assez connu. En fait, tu as 3 lignes ou 4 lignes de métro qui passent dans des tunnels au-dessus de la rivière, etc. Et puis, c'est pas les mêmes compagnies, donc c'est pas les mêmes wagons. Et donc Marjorie, il est temps de conclure notre podcast qui était assez long sur le train, mais on vous a aussi renvoyé sur d'autres articles que l'on a déjà présentés à l'écrit ou à l'oral. Donc le train au Japon, c'est vraiment une partie incontournable de votre voyage, de toute évidence. Il faudra bien s'y prendre en amont pour bien s'organiser. Comme vous avez pu le constater, notamment avec la 3e partie, c'est vraiment un mode de vie. En plus de ça, c'est vraiment très agréable à emprunter. Dans certains trains, vous pouvez manger en plus, donc quoi demander de mieux. On se fait transporter de façon sûre et confortable avec une véritable invitation au voyage contemplatif, si on prend le temps de se poser aussi, et essayer de vous mettre peut-être, on ne l'a pas dit, mais côté vitre, on n'a pas parlé non plus des placements côté Mont Fuji, mais si vous pouvez, notamment en passant par des agences, vous faire réserver des places côté Mont Fuji, il y a un petit surcoût de 10 € je pense, mais toujours quelque chose de sympa pour les longs trajets. Oui, pour le trajet entre Tokyo et Kyoto, effectivement, le Shinkansen, il passe pas loin, on va dire, à vol d'oiseau. Il passe en fait devant le Mont Fuji et donc on peut le voir confortablement assis depuis son train. Et comme tout, c'est un poste de dépense important à bien préparer en amont, bien savoir est-ce qu'il vous faut un JR Pass, est-ce que c'est rentable, est-ce qu'il faut passer par une agence ou attendre sur place pour prendre vos billets de train, ou encore si vous voulez prendre des passes régionaux qui sont plus limités géographiquement et dans le temps, mais qui sont beaucoup moins onéreux et qui peuvent vous faciliter le voyage. Oui, sachez que vous aurez toutes les ressources disponibles sur Internet en fait pour faire votre choix et aussi sur les réseaux sociaux. On fait attention à se fier à des sources officielles ou à des sources récentes puisque comme on vous l'a dit déjà le JR Pass il a augmenté en octobre 2023 donc ça change quand même pas mal la donne. Mais si tout ça vous semble trop complexe parce que c'est vrai que c'est quand même un vaste sujet, on parle aussi donc on n'oublie pas de 200 compagnies ferroviaires différentes, dans ces cas-là vous passez par un professionnel du voyage au Japon comme Keikaku, qui pourra être de bon conseil et vous donner en fait la meilleure solution suivant l'itinéraire que vous voulez faire. Surtout si votre itinéraire il est un peu personnalisé, il est un peu particulier, vous pourrez combiner peut-être un JR régional avec un billet de train Shinkansen, avec une carte Ikoka pour les petits trajets du quotidien, etc. Vous voulez pouvoir combiner plusieurs choses pour rendre votre voyage agréable et puis avoir tout ce qu'il faut pour prendre le train de façon simple. Oui, le train au Japon, c'est quelque chose qui est propre, sûr, ponctuel, donc ça ne sert à rien de se stresser, on va dire, en avance là-dessus, puisque justement, c'est, comme on le disait tout à l'heure, une invitation au voyage. Donc on espère que le podcast il vous aura permis de peser le pour et le contre pour toutes les possibilités que vous avez de prendre le train au Japon. Et donc, je crois que c'est le moment de te remercier pour le temps accordé, Marjorie. Merci Charlie. On se dit à très bientôt. Pour le podcast Destination, ce sera prochainement et on abordera le sujet de USJ, donc Universal Studios Japan, avec le Nintendo World notamment. On vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube sur laquelle on diffuse également les podcasts en audio. On vous remercie pour tous les partages que vous nous faites et n'hésitez pas à nous noter le maximum d'étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. Et je vous remercie encore chaleureusement et vous dis à très bientôt. À bientôt Charlie, merci. Au revoir Marjorie. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.